La grande déformation de l'entreprise, une crise des théories de l'entreprise. Blanche Ségrestin, bonjour. Bonjour. Blanche Ségrestin, centre de gestion scientifique de l'école des mines, Mines Paris Tech, PSL Université. Qu'est-ce que c'est que ce constat? C'est quoi cette grande déformation dont vous nous parlez dans la foulée des travaux qui ont été menés au Collège des Bernardins? Alors le terme de la grande déformation est venu assez tôt en fait, dans le programme initié par Olivier Favreau au Collège des Bernardins. C'est un terme qui était apparu dès 2011, je crois. Et ce terme désigne en fait un ensemble de mutations de la gouvernance des entreprises qui font que les directions d'entreprises pilotes sont amenées parfois, heureusement pas tout le temps, à conduire les entreprises de manière insoutenable. Insoutenable d'abord pour l'environnement, insoutenable aussi d'un point de vue social avec un accroissement des inégalités entre pays, entre salariés, entre actionnaires et salariés, mais aussi, et peut-être plus fondamentalement, insoutenabilité aussi pour la survie de l'entreprise. Et on voit que la recherche d'une profitabilité importante et de retour pour l'actionnaire peut assécher dans certaines entreprises l'investissement, et notamment l'investissement dans la recherche, dans le renouvellement des compétences et donc dans la soutenabilité, dans la compétitivité à terme de l'entreprise. Et donc voilà, c'est le constat qu'on a une crise, non pas seulement économique ou financière, mais une crise de l'entreprise elle-même. Et alors aujourd'hui, c'est un constat qui est largement partagé et qui s'explique par un certain nombre de facteurs assez objectifs. Par exemple, il y a depuis les années 80 maintenant une transformation considérable de l'actionnariat. Une chercheuse, Rachel Bellinga, a parlé de l'industrialisation de l'actionnariat avec la montée en puissance des investisseurs institutionnels qui ont développé des techniques de gestion très particulières et qui ont complètement changé la manière dont la valeur actionnariale était perçue du point de vue de l'entreprise. Et puis il y a d'autres aspects, par exemple des théories économiques comme la théorie de l'agence, qui ont diffusé, notamment via les codes de gouvernance, des pratiques de surveillance accrue de l'action des dirigeants de la part des actionnaires. Donc ça, c'est un constat qui est aujourd'hui relativement partagé au niveau international et qui s'est largement imposé et qu'on a interprété donc comme une crise de l'entreprise. Crise de l'entreprise, parce que vous nous dites finalement l'entreprise est un point aveugle dans ce cadre-là. C'est-à-dire cette mise sous tension de l'entreprise au profit des actionnaires, pour faire simple, oublie l'entreprise. Alors cette crise, elle peut donner lieu à différentes interprétations, mais l'originalité du travail qui a été conduit à la fois aux mines et au Collège des Bernardins, ça a été de souligner que cette crise, elle peut être vraiment liée aux catégories que l'on mobilise pour penser l'entreprise. Parce que ce qui est frappant, en fait, avec un peu de distance et un peu de recul, c'est qu'on utilise des catégories d'une remarquable stabilité. En fait, le code des sociétés, donc le contrat de société qui régit les relations entre les actionnaires et les dirigeants d'entreprise, c'est introduit dans le droit depuis 1807, c'est complètement libéralisé et ça n'a pas vraiment changé depuis 1867, et on utilise aujourd'hui le même cadre. De la même manière, courant 19e, on a les bases de l'économie contemporaine, par exemple Walras, l'équilibre général, conceptualise par exemple non pas l'entreprise mais l'entrepreneur comme quelqu'un qui va mobiliser des facteurs de production et coordonner des activités pour commercialiser des produits à son profit. Et on voit bien donc dans ce cadre-là, la société, c'est un mécanisme de financement des moyens de production et que c'est assez cohérent. Et en fait, on utilise aujourd'hui toujours les mêmes catégories de pensée, qui ont donc plus d'un siècle et demi. Et on a cette stabilité du cadre à la fois théorique et juridique, passe complètement outre, d'après nous, des transformations radicales des activités et de leur rationalité. Et c'est là en fait que les sciences de gestion, avec l'histoire, ont joué un rôle assez important dans nos travaux. C'est-à-dire qu'en regardant plus finement l'activité, on s'aperçoit que fin 19e, après donc la libéralisation de la société, après les travaux de Walras et d'autres économistes, il y a une mutation très profonde de l'activité, avec par exemple, ce qui a bien été documenté par certains de mes collègues, Pascal Lemasson, Benoît Velle par exemple, l'apparition des bureaux des études, l'apparition de la recherche scientifique et des laboratoires dans l'industrie, qui va en fait transformer considérablement l'activité des organisations économiques. Par exemple, Carl Zeiss cherche à développer des nouveaux microscopes qui vont être plus accessibles. On cherche à maîtriser l'électricité, on cherche à développer des nouveaux fertilisateurs qui vont changer l'agriculture. Et on passe donc d'un régime qui est d'un régime de production à un régime
nous on parle de création collective, un régime génératif, et c'est à ce moment-là qu'apparaît le management professionnel qui va être en charge de penser l'organisation d'une activité collective inédite et créatrice, et qu'apparaît aussi le contrat de travail, donc l'entreprise. Donc le point essentiel des travaux qui ont été menés, ça a été de dire qu'il faut dissocier le concept de société qui a été central dans la manière dont on appréhende l'entreprise, mais qui n'est en fait qui introduit beaucoup de biais, parce que l'entreprise en tant que telle, c'est un phénomène plus tardif qui apparaît fin 19e et qu'on caractérise nous comme un phénomène de création collective, un régime d'action et de création collective. Donc ça donne une approche assez novatrice de l'entreprise. Il fallait du coup réinterroger le droit. C'est ce que vous nous dites, c'est ce qui a été la conclusion de ce groupe de travail et qui aujourd'hui aboutit à la loi Pacte. Ben oui, parce en quoi c'était nécessaire de réinterroger le droit? Oui, ce qui a, me semble-t-il, qui est très marquant dans ces travaux, c'est qu'on a un peu inversé la logique. Auparavant, on partait d'un cadre de droit qui était donné et aussi d'une rationalité économique qui n'était pas forcément réinterrogée, qui était stable. C'était notamment générer un profit pour un acteur économique comme une entreprise. Au contraire, là où l'action collective, les théories notamment d'Armand Hatchuel sur l'action collective ont été très utiles, c'est de dire partons plutôt de l'analyse de l'activité de l'action collective, montrons comment est-ce qu'elle peut apporter des rationalités nouvelles, et notamment créatives, et à partir de là, on pose un nouveau regard sur l'entreprise. Alors ça a deux conséquences qui sont effectivement assez en rupture et qui ouvrent des perspectives très nouvelles. La première, c'est quand même on a une théorie de l'entreprise qui est d'une certaine manière bien plus réaliste et qui permet de décrire à la fois des phénomènes contemporains et la puissance d'action de l'entreprise. Ce n'est plus simplement des personnes privées, des acteurs du marché, c'est des acteurs qui transforment le monde. Donc on a là quelque chose qui force à voir l'entreprise sous un angle totalement nouveau et avec des responsabilités nouvelles. Et le deuxième angle, c'est qu'effectivement, dans la théorie de l'action collective, Armand Hatchuel parle de l'inséparabilité des savoirs et des relations. À partir du moment où vous décrivez une rationalité créatrice nouvelle, alors il faut penser à un cadre institutionnel adapté à ça. Et c'est pour ça que le programme inscrit dans des sciences de gestion avec le droit, l'histoire et l'économie aboutit à dire aujourd'hui, et bien qu'il soit stabilisé depuis plus d'un siècle et demi, il faut réinterroger le droit et penser un droit de l'entreprise et non pas un droit de la société. L'entreprise à mission, la révolution de l'entreprise à mission. Merci Blanche Segrestin. Merci.